s'il est. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Fabien, Victoire et Nathalie ont laissé la place à nos invités qu'on va vous présenter dans un tout petit instant parce qu'on va vous parler dans ces dossiers consacrés à l'agriculture toute la semaine des produits laitiers. Aujourd'hui, la France, pays aux 1000 fromages, normal que nous en soyons les premiers consommateurs au monde. Nous en mangeons plus de 13 kilos par personne et par an. Ajoutons à cela 28 kilos de dessert et 3 kilos de beurre. On peut assez facilement en conclure que les consommateurs aiment les produits laitiers. Et bio de plus en plus. 1 litre de lait sur 3 sont désormais achetés en bio. La demande grandit. Elle s'accélère aussi pas mal depuis le début de la pandémie. Et les exploitants, eux, sont de plus en plus nombreux à se convertir. Une conversion qui peut être assez longue, assez coûteuse, parfois difficile. Pour quels résultats, à la fois pour nous les consommateurs et pour les agriculteurs? C'est ce que nous allons voir dans ce dossier. Et on va parler de tout ça avec Philippe Henry. Bonjour monsieur, bonjour. Bienvenue dans la quotidienne. Vous êtes agriculteur, président de l'agence bio. Et puis à vos côtés, Christophe Audouin est avec nous également. Bonjour. Vous êtes directeur général du réseau Les Prairies Bio, lait de vache. Et puis je présente aussi Olivier Allemand qui nous a bonjour rejoint. Thomas, bonjour Maya. Salut Olivier qui sera avec nous toute cette semaine sur ces dossiers parce que tu es un expert du monde agricole. Olivier, on avait bien besoin de toi. Tu es également commissaire général du célèbre concours général agricole. Par le passé, tu as créé aussi Campagne TV. Bien sûr. Voilà, tu nous présenteras aussi donc les candidats qu'on a suivis pour ce concours général agricole. Plus de 22 000 inscrits cette année. Les producteurs nous ont fait confiance malgré la pandémie. Ouais. Vous assurez, les inscriptions sont closes. Il y a plus de 22 000 producteurs, toutes catégories confondues. Et un petit aperçu, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je sais que vous l'avez fait exprès, mais pour la première, c'est de la saucisse sèche dont on va parler. Je sais que c'est un bizutage en télé. Je sais que c'est important. Oui, c'est ça. Et vous pouvez, vous à la maison, continuer à réagir à cette émission. On est en direct, on vous le rappelle. 41 555. En tout cas, ça vous plaît, hein, cette semaine spéciale agriculture, parce que vous êtes très très nombreux à nous dire que ça vous fait plaisir de voir qu'on soutient l'agriculture et qu'on met en avant ces beaux produits de nos régions. On va continuer à le faire. En France, exactement. Mais parfois, c'est vrai que les agriculteurs en doutent. Bien là, en tout cas, les messages en témoignent qu'il y a un amour profond des Français pour leur territoire. Mais on n'en doute pas, et encore depuis un an, encore moins qu'avant. Bien sûr. On n'en doute pas du tout. Et cet attachement, vraiment, il est très marqué par vos très nombreux messages, donc continuez à le faire. On les fait passer évidemment à tous nos invités. Christophe Audouin, Les Prairies Bio, c'est une filiale de Danone. Et vous, justement, vous travaillez à aider les agriculteurs qui souhaitent se convertir à travers un programme spécifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est ce programme? Oui, on va parler du programme Reine Mathilde, oui. En effet. Qui est un programme qui encourage en Normandie la conversion pérenne d'éleveurs conventionnels en modèle bio. Pour un éleveur conventionnel qui souhaite se convertir, on voit les débouchés sont là, c'est chouette. Donc il n'y a pas de problème de motivation. En réalité, il peut y avoir des appréhensions parce que le modèle change fortement. Par exemple, le rendement pour une vache bio est inférieur à une vache conventionnelle, donc ça donne moins de litres. Et puis la base de l'alimentation des vaches en conventionnel, bien sûr à l'herbe, est aussi beaucoup en maïs et en soja. Et ça, ce sont des aliments qui ne fonctionnent pas ou moins bien en agriculture. Mais alors attendez, ça veut dire que vous intervenez de quelle manière? Vous les formez, les agriculteurs? On les accompagne pour monter en compétences techniquement. Alors on commence par exemple par des diagnostics technico-économiques pour valider la faisabilité de la ferme en système bio. Et puis ensuite, on ouvre des fermes. Donc 2 fois par an, on fait des fermes ouvertes en Normandie qui donnent la possibilité à des techniciens, à des éleveurs, conventionnels ou bio, de venir voir les systèmes bio, valider la viabilité économique du modèle, mais également voir des essais justement culturaux qui permettent de montrer qu'on peut être autonome d'un point de vue protéique, énergétique, alimentaire dans une ferme bio et donc du coup avoir une exploitation qui économiquement est fiable. Viable. Justement, il y a Julie qui nous dit en dernière année de lycée agricole, je souhaite rapidement lancer ma propre activité de production de lait. Le rachat d'une ferme est une possibilité, mais j'hésite entre conventionnel et bio. La production de lait, c'est le point de départ pour fabriquer des produits laitiers bio. Évidemment, combien il y a de producteurs de lait labellisés bio en France aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a 50 000 producteurs qui sont en bio. Et dans ces 50 000 producteurs, il y a 4 500 producteurs qui sont producteurs de lait. Sur combien d'exploitations au total? Au total, laitières, c'est un peu plus de 50 000, me semble-t-il. Donc en France, voilà, la proportion un petit peu. Donc ça reste une petite part. Ça reste une petite propriété, mais ça progresse. Tous les ans, 420 exploitations passent en bio. Et il y a une demande, ils ont envie, les exploitants? Voilà, il y a une demande parce qu'il y a les initiatives, comme vient l'expliquer Christophe, il y a d'autres initiatives aussi. Puis il y a une dynamique au niveau du marché qui fait qu'il y a un appel d'air très clairement de la part des consommateurs. Il n'y a pas de réticence ou plus de réticence de la part des agriculteurs?
Alors, il y en a beaucoup moins qu'avant. Moi qui ai un petit peu d'histoire dans la filière, il y en a beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, c'est un petit peu passé, c'est un petit peu derrière nous. Et aujourd'hui, tout le monde a des modèles quelque part autour de soi pour montrer que c'est possible. Et puis j'imagine que c'est au moment de l'arrivée de la jeune génération aussi, ce qu'on va voir dans un petit instant dans notre reportage. Mais oui. Après, le cahier des charges, il est quand même plus compliqué. Il est plus exigeant et le fait est que maintenant, les éleveurs sont plus entourés d'autres éleveurs bio autour d'eux. Donc, ils peuvent se conseiller maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Ouais. Ce qui est important, en fait, pour accélérer justement la conversion bio, c'est bien de prouver la viabilité économique. Vous le disiez, mais c'est vraiment ça qui est important. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de fonds, et notamment de fonds publics, de fonds Avenir Bio, qui accompagnent justement cette transition, parce qu'elle dure entre 3 et 5 ans. Et quelque part, il faut être en capacité de baisser son chiffre d'affaires, le temps de retrouver une compétitivité économique. Sur un yaourt bio comme ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement, au-delà du lait bio? Qu'est-ce que ça recouvre derrière, en fait? C'est quoi le cahier des charges? Le cahier des charges en agriculture biologique sur le laitier est assez exigeant. Donc on est globalement sur 0 utilisation d'OGM, 0 utilisation de pesticides, 0 utilisation d'engrais de synthèse. D'accord? Donc ça, c'est sur cette partie-là. L'alimentation des vaches doit être 100% bio, bien sûr. Elle doit être à 60% en herbe, en fourragé, d'accord, et elle doit être également à 60% issue de la ferme. Donc quand on commence à sommer toutes ces contraintes, qui sont évidemment souhaitables pour l'éleveur et pour l'environnement, on arrive sur un métier qui est beaucoup plus technique que le métier d'éleveur conventionnel. Ils ont droit aux antibiotiques ou pas, les éleveurs? Alors, les antibiotiques sont effectivement tolérés, mais on doit être en curatif et pas en préventif. Et ils sont tolérés 3 fois dans l'année seulement. Donc évidemment, l'éleveur laitier, aidé par les vétérinaires, privilégie les médecines douces comme l'homéopathie et les huiles essentielles. Voilà. Il y a aussi des notions de bien-être animal qui sont fondamentales également, qui sont importantes. On essaye d'encourager, sortir les vaches dès que le temps le permet. Et alors justement, on a suivi Mylène, une jeune agricultrice qui a fait le choix, elle, de se convertir au bio. Elle produit du lait pour une AOP bien connue, le comté, du lait au fromage. Comment fabrique-t-on du comté bio? Vous allez voir que ce choix demande des efforts que la filière peine encore à entreprendre. C'est un reportage de Louis Duménil. Dans le Jura, se trouve le berceau d'un des fromages préférés des Français, le comté. Hey Loulou. Avec son cheptel de 50 vaches, Mylène Racle fait partie des 150 éleveurs en agriculture biologique au sein de l'AOP. On n'utilise pas de produits désinfectants ni avant ni après la traite. Revenue sur la ferme familiale il y a 2 ans, elle n'était pas prête à reprendre l'élevage de ses parents. Un élevage alors en agriculture conventionnelle, passé au bio, c'était la condition sine qua non de Mylène pour prendre le relais. Ça fait 30 ans que mes parents sont dans un système de lait à comté et morbier. Et dans ma vision des choses, il fallait que cette exploitation passe en bio, quoi. Entre les pratiques agricoles et la préservation de l'environnement et tout ce qui est lié aussi à la santé des animaux, essayer d'avoir une approche différente. Je pensais bien que ça allait parler à mon père, quoi, en fait. J'imaginais pas qu'il me dise non. Convaincu, son père entame alors la conversion, juste avant son arrivée. On se disait, je pense que l'exploitation elle est prête pour le bio. Ma foi, ceux qui viendront après, c'est eux qui vont faire le pas. Nous, on était à l'époque, on est encore, on est trop vieux pour aller vers le bio à 59 ans. Maintenant que Mylène est là, c'est sûr que c'est un peu différent. On a sauté le pas. Le passage s'est fait en douceur. Il a d'abord commencé ici, dans les champs. Car pour produire du lait bio pour le comté, il faut nourrir les vaches avec des mélanges cultivés sur place et non traités chimiquement. Un effort supplémentaire. Mylène doit renoncer à la monoculture et repenser ses champs. On joue simplement sur le fait d'implanter plusieurs variétés ensemble. La diversité d'espèces en fait va faire que les maladies vont être aussi moins présentes. Et aujourd'hui, c'est hyper plaisant de juste semer et de laisser faire la complémentarité entre ces essences-là. L'agricultrice est minoritaire dans la filière comté. Floriane Marsal travaille pour Interbio. Cet organisme a aidé Mylène et sa famille à se convertir au bio. Seuls 4% des fermes dans l'AOP ont pris ce chemin. C'est peu à l'échelle de la région. Mais comment expliquer cette sous-représentation? L'un des premiers freins, c'est qu'au niveau d'une fruitière à comté, pour faire du comté bio, il faut être minimum 2 producteurs. Donc
si un producteur veut passer en bio, il faudra forcément qu'un collègue passe avec lui. Le deuxième frein, ce sont les freins classiques techniques. Pour un producteur, il faut revoir au global ses pratiques agricoles pour un passage en bio. Et enfin, dans l'AOP, le prix du lait en conventionnel est déjà assez élevé et le passage en bio fait que cette plus-value n'est pas forcément très attractive. Il reste une dernière étape à franchir et une autre contrainte au bio, celle de la transformation. Dans cette coopérative, on transforme le précieux lait en comté. Ce matin, le lait bio arrive en premier. Nous avons un camion compartimenté où le bio est ramassé en premier lieu pour pouvoir avoir la traçabilité. Et après, le chauffeur vient dépoter dans des tanks bien spécifiques qui sont dédiés au lait biologique. Dans la plupart des coopératives, faute de producteurs suffisants, le lait bio de certains est mélangé au lait conventionnel majoritaire. Là, on appose la plaque verte qui est une obligation par rapport à l'AOP. On rajoute la petite plaque comme en bio-comptoir. Ici, le lait bio donnera du comté bio, un luxe et une exception. Donc il y a nos comtés, les morbiers et les tomes qu'on produit. Dans la boutique de la coopérative, on retrouve le comté en vente directe. Pour le moment, le comté bio est vendu dans d'autres boutiques, mais face à la demande, il sera bientôt commercialisé sur place. Les gens, en achetant ces produits-là, achètent déjà des produits de qualité. Mais c'est vrai que globalement, en France, on sent qu'il y a un attrait croissant pour le bio. Et on sent bien que, voilà, au sein de l'Union, on pourrait vendre plus de comté et de morbier que ce qu'on fait actuellement. Au fur et à mesure, la filière comté prend en compte l'intérêt grandissant pour le bio. Le cahier des charges du comté mettant l'accent sur le collectif, seul un mouvement de conversion majeur pourra faire basculer la filière. Alors Philippe Henry, on l'a vu dans le reportage, se convertir au bio, évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs ? C'est un changement de système. On l'a dit tout à l'heure, c'est prévenir plutôt que guérir. Voilà. Donc il faut tout mettre en œuvre sur son exploitation pour ne pas avoir les problèmes, puisqu'on n'a pas les solutions au bout. Donc voilà, donc il faut repenser l'ensemble de son système. C'est ça la grande difficulté psychologique. Oui. Par contre, il y a quand même quelques avantages, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de 5-6 ans, une fois que votre système est calé, économiquement, vous avez quelque chose qui est rentable. C'est-à-dire qu'on a une meilleure rémunération à l'arrivée ? Il y a un certain nombre d'études qui montrent aujourd'hui qu'économiquement, le bio c'est rentable, voire plus rentable que le conventionnel. Voilà. Est-ce qu'on a des chiffres ? Et puis c'est moins stressant, j'insiste sur ce plan-là, parce que c'est moins stressant, vous avez engagé moins d'argent, vous n'avez pas acheté d'intrants, vous n'avez pas acheté d'engrais chimiques, voilà. Donc vous avez moins la pression quand vous avez une mauvaise année, c'est plus simple à passer. Et cet aspect-là, on le retrouve très souvent dans l'expression des agriculteurs qui se convertissent. Est-ce qu'il y a un chiffre sur un gain en termes de rémunération pour les agriculteurs Alors c'est très variable suivant les filières, c'est très variable suivant les exploitations, mais globalement, les bio s'en tirent mieux que les conventionnels, clairement. J'ai un petit repère, parce qu'ils ne vont pas le dire, parce qu'ils n'aiment pas trop parler d'argent, les agriculteurs, mais en gros, pour 1000 litres de lait, c'est 330 € normalement le prix de vente moyen, et on peut aller jusqu'à 530, 540 pour 1000 litres de lait bio. Mais il faut préciser que la rémunération ne fait pas le revenu à la fin de l'éleveur. Les coûts de production sont également plus importants. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'un éleveur maîtrise son métier d'éleveur bio, parce que les coûts de production sont eux-mêmes plus importants avec moins de volume de lait. Donc, il faut que la marge à la fin soit toujours là. Est-ce que ça demande plus de travail ? C'est un travail différent. C'est pas forcément plus de travail, c'est un travail différent. Ce que vous nous dites, c'est vraiment un changement complet de mentalité. Est-ce que le territoire, est-ce qu'il y a des régions où c'est plus simple que d'autres de ce qu'on retire en bio ? C'est toujours plus simple quand vous avez des voisins qui sont déjà en bio. Parce que vous avez des exemples qui vous montrent que ça marche. Et quand vous êtes loin d'endroits où vous avez... là, c'est plus compliqué. Il faut déjà être mieux assis, plus solide. Quelle région, par exemple, où c'est plus évident aujourd'hui ? Pour la production laitière, clairement, tout l'ouest de la France, il y a beaucoup de producteurs bio. C'est également le cas dans l'est de la France. Il y a aussi un pôle de production d'eau. Mais globalement, la carte française de la bio, c'est plutôt au sud. Et moins au nord, en gros, c'est ça. Et plus vous êtes au sud, et plus vous avez une dynamique. Pour le lait, on est clairement sur l'ouest et la Normandie. Il faut aussi que les conditions climatiques soient réunies pour avoir des systèmes herbagés qui sont vertueux, qui sont bons justement pour les coûts de production des éleveurs. Et la Normandie et l'ouest, pour cela, sont des régions... Si on revient à votre système qui soutient les agriculteurs qui se convertissent, est-ce que vous les accompagnez aussi financièrement ? Alors on doit les accompagner financièrement parce que encourager la conversion pérenne c'est bien, leur apporter de la technique c'est bien, mais si on veut faire en sorte que ce métier d'éleveur devienne plus attractif et qu'on assure aussi la transmission des fermes, qui est aussi un élément important pour garder du lait bio dans 10 ans, il faut les accompagner. Donc en fait, pour nous, il y a 3 priorités.
il y a effectivement commencé par bien les rémunérer. On parlait d'une rémunération qui est importante. Nous, aujourd'hui, on dépasse les 500 € du mille, on est à 528 € du mille parce qu'on est en contractualisation équitable et bio. Les deux ne peuvent pas aller séparément, les deux vont ensemble. Et l'équitable, ça donne de la vision, de la sécurité. Il y a des prix minimum garantis, un engagement sur 4 ans, le coût de production qui est pris en compte et un fonds filière, justement, pour les accompagner dans la transformation de leur technique. Vous pouvez faire tout ça aussi parce que vous vendez plus cher aux consommateurs. Alors bien sûr, tout l'enjeu, c'est de réussir à valoriser ce formidable travail qu'on fait avec les éleveurs dans nos produits pour que nos consommateurs acceptent de payer plus cher les produits, c'est vrai. Il y a Vincent qui nous dit trouver des produits laitiers bio bon marché est de plus en plus simple en grande surface. Pourquoi y trouve-t-on aujourd'hui plus de références que dans les magasins bio? Alors vous vendez principalement au supermarché, uniquement au supermarché? J'ai une marque, Lait de Vache, qui est évidemment en GMS, et une autre, Ferbien, qui porte ce projet justement de transmission des fermes, qui est dans les surfaces spécialisées bio. Et l'offre est globalement quand même encore plus large, malgré tout, dans les magasins bio, peut-être pas en ultra frais laitier, mais de façon globale, qu'en GMS. Oui, parce qu'on a l'impression quand même que l'offre, elle s'étoffe davantage chez les géants de l'agroalimentaire plutôt que les petites marques. C'est un phénomène plus récent, c'est pour ça. Donc on a l'impression, effectivement, en quelques années, ils ont énormément progressé. Et quelle est la gamme de prix pour des yaourts bio? Alors, votre téléspectateur a raison, les prix ont baissé. Sur un produit de marque distributeur, on se situe généralement à moins de 3 € le kilo. Et sur un produit de marque qui met une bio encore plus exigeante, via l'équitable par exemple, on est plutôt à 3,50 € le kilo pour nous, jusqu'à 5 € pour certains produits. Les produits laitiers bio, ils sont plus vendus en magasins spécialisés, en circuits courts. Comment ça se passe? Alors il y a trois grands circuits de distribution. La grande distribution qu'on connaît tous, qui est majoritaire. Les magasins spécialisés qui sont relativement présents, à peu près 28% et puis 13% qui sont en vente directe. Je le cite parce que c'est quelque chose qui est historique en bio, mais qui continue de progresser et on le voit encore progresser après le Covid. On a vu ce lien qui s'est refait entre les agriculteurs et les consommateurs et on voit que ça progresse et c'est un signe encourageant. Alors vous savez, nous, dans la quotidienne, on encourage nos consommateurs à lire les étiquettes, à repérer les labels. Est-ce qu'on peut repérer les principaux? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux labels? Alors, on a le label AB et la feuille européenne qu'on connaît tous, voilà, qui sont deux logos strictement les mêmes. C'est les mêmes cahiers des charges. D'accord. Voilà. Et puis après, vous avez des labels mieux-disants, qui sont mieux-disants sur certains critères. Ils sont des labels privés, hein? Ils sont des labels privés. Ça, c'est deux labels qui sont publics. Ouais. Alors, voilà, ça va être le cas de Déméter, par exemple? Alors, le Déméter, qui est un label privé, qui est plus exigeant sur quel point? Alors, c'est le label de la biodynamie. Donc, c'est une méthode, en fait, qui va s'appuyer. Alors, on le connaît un peu tous. Sur les cycles de la Lune? Voilà, sur le cycle de la Lune, sur des méthodes un peu... C'est ça, qu'on voit ça d'une manière un peu ésotérique quand on est de l'extérieur. Ésotérique que vous allez retrouver beaucoup en viticulture, par exemple. Oui. On va retrouver beaucoup ça en viticulture. Vous avez d'autres labels comme Nature au Progrès, qui est un label historique, c'est un cahier des charges historique. Et au moment où on a regroupé les cahiers des charges au niveau de l'Europe, Nature et Progrès a voulu garder le sien. Donc c'est souvent des éléments qui sont un petit peu plus exigeants sur certains critères. Par exemple, sur le logement des poules pondeuses, vous avez plus de mètres carrés pour les poules en termes de parcours. Ouais. Voilà. Donc c'est des choses un peu plus exigeantes. On a cette réflexion de la Mélissa qui nous dit que c'est devenu un réflexe d'acheter des fruits et légumes bio. Par contre, pour les produits laitiers, je ne vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Bah écoutez, quand vous achetez des produits laitiers bio, vous préservez l'herbe très clairement. Christophe l'a expliqué tout à l'heure. Grosso modo, le lait bio, il est fait avec de l'herbe. Et quand vous préservez l'herbe, vous préservez la biodiversité, vous stockez du carbone, vous préservez un certain nombre d'éléments de biens communs. Vous préservez l'eau également. Et acheter des produits bio, c'est préserver tout ça, tous ces biens communs-là. Et puis, on le verra tout à l'heure, je pense, il y a aussi des bienfaits pour la santé, bien sûr. Alors, on va en parler tout de suite avec Jimmy. C'est meilleur pour la santé? Bah oui, parce que vous l'avez dit, le cahier des charges est très strict, très peu, pas d'OGM, très peu d'antibiotiques, pas de pesticides. Et du coup, c'est forcément meilleur pour la santé, ça va limiter l'impact. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper des animaux, qu'on ne va pas les traiter, mais on va utiliser des molécules qui vont être présentes dans l'environnement. Je vous donne un exemple, certains éleveurs vont utiliser la laminarine, qui est un produit extrait d'algues qui sert à traiter notamment les troupeaux. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des bêtes et qu'on va faire n'importe quoi. En ce qui concerne les produits synthétiques, ils sont quand même utilisés, il y a une autorisation, et vous en avez certains, comme la bouillie bordelaise, c'est ce qui sert à notamment traiter des champignons. Vous avez de l'oxychlorure de cuivre ou même l'huile de paraffine qui est dérivée du pétrole, qui servent notamment à protéger la production. L'Union européenne vient de prolonger de 7 ans l'autorisation pour utiliser ces produits. Donc ça veut dire qu'ils vont être ingérés par le tube digestif, dans la muqueuse intestinale, et peuvent donner un peu d'inconfort digestif. Ça veut dire des choses assez légères.
quoi qu'il en soit. Attention, Oui, non, on est des spécialistes. Oui, on a un spécialiste. Oui, ici. oui. une sensibilité. Secret médical, on en dira pas plus. Quoi qu'il en soit, on peut rassurer les gens, le lait, lorsqu'il est chauffé, il permet de détruire tous les pathogènes, que ce soit des bactéries ou des virus. Donc que ce soit de l'agriculture biologique ou pas biologique, il n'y a pas de danger pour la santé des consommateurs. Il faut rassurer les gens. Oui, le lait bio, il peut être stérilisé aussi, il peut être acheté, il l'est en général. Et il y a un contrôle, tous les produits laitiers, ils vont avoir subi un contrôle au laboratoire avant d'être transformés, notamment en yaourt, donc on peut rassurer les consommateurs. Ouais. Et puis on peut encore, pour les convaincre peut-être de consommer des fromages, notamment bio, leur dire qu'il y a du bon gras, que le gras du fromage bio, il est particulier. Comment vous pouvez nous l'expliquer? C'est lié au pâturage, hein, c'est ça? Alors c'est lié au pâturage et puis on voit, il y a un certain nombre d'études et ça mériterait d'être travaillé, c'est le côté oméga 3. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui, et c'est notamment des études qui sont menées par l'agence de l'eau rameuse, où les produits qui sont issus d'herbes ont un équilibre oméga 3 bien meilleur que les autres. C'est quelque chose qu'il faut travailler, mais visiblement il y a une piste là-dessus. On est sur un lait très gras et la variété des vaches aussi peut faire la différence. Quand on est sur de la normande comme chez nous, on a un lait qui est plus gras que sur d'autres types de... Et on ne jette pas la croûte du fromage, il faut la manger, ça pose pas de problème, c'est bon pour le microbiote. Toutes les croûtes? Alors je ne sais pas si toutes les croûtes, peut-être si vous avez un fromage très particulier, mais c'est bon pour le microbiote, il ne faut pas se dire que c'est mauvais pour la santé. Eh ben, mangez des croûtes. Manger des croûtes. Ah, notre conclusion. Manger des croûtes. Le chat. Ah mais oui, c'est vrai. Ah oui, pour le chat, bah ouais. Bon, merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous partager votre passion. Merci à Florent Mottet qui nous a aidé à préparer ce dossier. Vous le voyez, pour ceux qui nous rejoignent, semaine spéciale agriculture française sur ce plateau, puisque le salon de l'agriculture n'a pas pu se tenir cette année. Eh bien, il se tiendra sur ce plateau pendant toute cette semaine. Et il y a un événement, évidemment, au salon de l'agriculture. C'est le concours général agricole, le fameux concours qui attribue les médailles d'or, d'argent et de bronze que l'on retrouve sur les meilleurs produits du terroir. Et il va se tenir une fois de plus cette année. Alors, à distance, ça va être un petit peu particulier, ce concours 2021. Il va être délocalisé dans 4 villes sur tout le territoire national, justement entre le 13 et le 24 mai prochain, parce que je vous le disais tout à l'heure, il y a 22 000 producteurs qui concourent cette année et qui ont envie justement de décrocher une des 2000 médailles qui sont distribuées chaque année. Et à la quotidienne est partenaire de ce concours général agricole, et tu vas nous présenter quelques candidats, puisqu'on en a suivi quelques-uns. On commence par qui alors aujourd'hui? Toute la semaine, justement, direction Saint-Giron, dans l'Ariège, où on va justement découvrir une charcuterie là-bas que tout le monde connaît, qui est la charcuterie Cazaux. Et oui, là aussi, c'est une histoire comme on les aime dans le concours général agricole. C'est bien une histoire de charcuterie qui se transmet de génération en génération depuis 1969. Et la spécialité de cette charcuterie, c'est bien la saucisse sèche, pas mal. Mais aussi le jambon cru. Justement, ils ont déjà récolté 21 médailles depuis 1900. Ah oui, oh là là, habitué. Non, c'est pas des perdreaux de l'année. Depuis 1969, et bien évidemment, ils concourent cette année encore avec les deux frères, Serge et Jean-Luc Cazaux, qui se démènent dès aujourd'hui pour pouvoir concourir en mai prochain. Les finales d'ailleurs de la charcuterie seront à Angoulême le 21 et le 22 mai prochain. Et Simon Viguier, le reporter de la quotidienne, est parti justement les rencontrer. On regarde. C'est, paraît-il, en terre ariégeoise que l'on trouve l'une des meilleures charcuteries de France, la Maison Cazaux. Récompensée 21 fois au concours général agricole, elle est fière d'arborer toutes ses médailles dans la vitrine de sa boutique de Saint-Giron. Serge et Jean-Luc ont repris l'affaire familiale en 1995. Et c'est ici, dans ce magasin, que les premiers produits Cazaux ont vu le jour. Alors, mes parents ont acheté ce magasin en 1969. Donc le magasin était plus petit, il y avait un laboratoire derrière, de fabrication à l'étage. Aujourd'hui, l'entreprise s'est considérablement agrandie. Elle vend désormais sa production dans toute la région et s'est forgée une solide réputation dans la fabrication de saucisses sèches et de jambon sec. Des produits emblématiques qui ont déjà séduit à plusieurs reprises le jury du concours général agricole. Il leur a attribué toutes les médailles qui font la fierté de la maison. Dans notre charcuterie, pour qu'elle prenne du goût, on sèche tout très lentement. On n'accélère aucun produit. Au départ, c'est pour perdre de l'eau, mais après, on affine. Et c'est ça qui développe le goût des viandes. Ça fait partie des choses qu'il faut respecter. Et pour réussir ces charcuteries d'exception, le premier ingrédient, c'est la patience. Suspendus et bien alignés, ces jambons s'affinent pendant de longs mois. Ça, c'est l'affinage. Le jambon, il a perdu son poids, tout, il va prendre du goût. Parce qu'il va rester à température plus élevée. Et la température développe le goût.
On arrive à faire du 18, on monte aussi à 24 mois, 2 ans, quoi. Il y en a les plus gros. Plus le jambon est lourd, plus on l'affine. Vous voyez, par exemple, vous avez des jambons comme ça, qui sont très lourds, celui-là, il va s'affiner 24 mois. Et pour s'assurer que les jambons s'affinent correctement, il faut les sonder régulièrement. C'est un os de cheval, parce que l'avantage, c'est que quand vous plantez, vous n'avez pas besoin d'essuyer. Ça perd l'odorat de suite. Donc il faut surtout, au jarret, au niveau du jarret, vous plantez. Voilà. Alors, le masque, c'est pas commode, je suis désolé. Et vous sentez de suite. Et là, vous pouvez repartir sous l'os du quasi. Là, les points sensibles du jambon. 2 ans pour un jambon, jusqu'à 30 jours pour une saucisse sèche. C'est à force de patience que les frères Cazaux font les meilleurs produits. Mais ce n'est pas le seul critère qui pourrait encore une fois leur faire remporter une nouvelle médaille cette année. À quelques kilomètres de là se trouve l'un des élevages de porcs en plein air où s'approvisionnent Serge et Jean-Luc. Ça va et bon. Ça va. Ils ont fait le choix d'une viande locale, 100% ariégeoise, avec des cochons élevés en plein air et bien nourris. Le cochon de bonne qualité, il faut qu'il arrive à peu près à 120 carcasses, voilà le cochon. Ça veut dire du cochon de 160 kg, voilà. Ouais. Là, voilà, ça vous avez de la bonne viande. Ça permet à partir de 120 à 130 kg d'avoir une viande plus faite, qui tienne davantage, qui est un peu plus persillée, un peu plus grasse aussi, parce que le porc met un peu plus de gras vers la fin de l'élevage. Et on le retrouve bien dans le goût du jambon, où il y a cette fameuse épaisseur de gras qui donne du goût au maigre, c'est évident. Cette année, la charcuterie Cazaux participe pour la 14e fois au concours général agricole et compte bien, une fois de plus, remporter de nouvelles médailles. Voilà pour cette belle découverte. On va retrouver Olivier Allemand demain avec un nouveau reportage. Et sachez que vous pouvez être juré, vous aussi, pour le concours général agricole. Le jury de ce concours prestigieux est composé pour moitié de professionnels et pour moitié de consommateurs. Il suffit d'aller vous inscrire sur le site du concours général agricole. Allez, on va terminer en jouant maintenant. C'est le moment du test du docteur.